En 2004, un jeune collégien du nom de Edmond subit une situation de vie des plus horribles. Ce garçon maigrelet et ayant peu confiance en lui se fait durement harceler à l'école et est régulièrement la risée de ses camarades qui s'acharnent sur lui. Mais un jour, un certain Nathan vient à sa rescousse. Plutôt populaire et beau gosse, ce dernier constate le calvaire de Edmond et lui demande comment ça va. Il lui dit qu'il est également passé par là, mais depuis qu'il s'est serré les coudes avec son groupe d'amis, tout va pour le mieux. Edmond, très agréablement surpris par la gentillesse de Nathan, accepte son aide et rejoint le fameux groupe réuni dans une ancienne usine de textile. Malheureusement pour lui, les choses tournent au drame. Entre dérives sectaires et sacrifices humains, Edmond s'apprête à vivre un véritable cauchemar. Bon, si cette histoire vous a plu, rassurez-vous, elle est complètement fictive et elle vient de ce livre Joe, Nuit Blanche, édité par Forbidden Edition, avec qui on a le plaisir de collaborer pour cette vidéo. Forbidden Edition, c'est donc une jeune maison d'édition qui a une collection dans l'horreur, dont ce fameux livre qu'on vous recommande vachement. Il y a 15 nouvelles assez courtes, toutes plus flippantes que les autres, et franchement pour les avoir lues, c'est très cool de varier les formats, et on retrouve vraiment cette sensation de thread d'horreur. Donc si vous avez du mal à trouver le sommeil et que vous vous apprêtez à passer une nuit blanche, on vous le recommande sincèrement. En plus de ça, l'équipe fait particulièrement attention à leurs auteurs, et quand on sait que c'est pas facile pour eux la plupart du temps, ça fait vraiment plaisir de savoir ça. Gros big up à vous. Du coup, si vous voulez étendre votre panoplie d'horreur en obtenant ce livre tout en soutenant la chaîne et une jeune maison d'édition, on vous met le lien en description. Nous, en tout cas, on attend vraiment vos retours pour ceux que ça intéresse. Et un grand merci à vous parce que ça soutient directement la chaîne. Vous êtes les meilleurs. Merci également à Forbidden Edition pour leur confiance. Et sur ce, on repart pour cette fois 5 vraies histoires également terrifiantes. Pour cette première histoire, nous allons parler de deux amies, toutes les deux âgées de 12 ans. Cette histoire commençait pourtant très bien parce qu'à ce moment-là de leur vie, Noémie et Alice partent en Suisse pour un voyage scolaire avec leur classe. Elles sont littéralement surexcitées, pour elles ce voyage sera l'aventure de leur jeune vie. Et sur place, elles sont accueillies par un groupe d'animateurs composé de 4 garçons et d'une fille. Et tous sont de jeunes adultes qui semblent vraiment sympas et accueillants, sauf un. Et cet animateur en question s'appelle Nathan et il a 24 ans. Et dès le premier regard, Noémie a un mauvais pressentiment à propos de ce gars. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a l'impression qu'il rejette quelque chose de malsain. Elle en parle directement à Alice, mais son amie la rassure. Cette dernière lui sort la classique, elle lui dit qu'elle se fait très probablement des idées, tout en lui rappelant gentiment qu'elle a de gros problèmes de confiance, ce qui n'est factuellement pas faux. Bon, Alice n'a pas tout à fait tort, et donc elle décide de passer à autre chose. Une fois les présentations faites, il est temps de découvrir les chambres. Et pour le coup, il faut savoir que Noémie et Alice ne se trouvent pas dans la même chambre. C'est sûr que même vous, derrière votre écran, vous avez déjà connu cette petite galère de devoir choisir qui sera dans sa chambre. Mais là c'est pire, parce qu'en plus de ne pas être dans la même chambre, elles ne sont même pas au même étage. Noémie se retrouve au 3e étage et Alice au 2e. Et même si on pourrait croire que les deux filles ne vont jamais se voir, eh ben c'est pas vraiment le cas. Parce que tenez-vous bien, les deux chambres se trouvent face à face à un étage près, donnant ainsi sur une cour intérieure. Il n'est donc pas rare que les deux filles se fassent des coucous depuis leurs balcons respectifs. Et d'ailleurs, pour faire rire tout le monde et pour s'amuser un petit peu, Noémie jette très régulièrement des bonbons sur le balcon de son amie, bref, l'ambiance est très cool. Mais une nuit, tout bascule. Il est assez tard quand Noémie se rend compte qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a l'impression d'être inquiète sans vraie raison apparente. Et même si elle essaye de repousser ce sentiment d'angoisse du mieux qu'elle peut, elle n'y arrive pas. Poussée par une sorte d'impulsion, elle décide donc de se lever. Mais n'oublions pas, elle n'est pas seule dans sa chambre, d'autres amis à elle sont également présents, eux plongés dans un sommeil profond. Noémie n'a pas énormément d'espace, elle décide donc de se diriger vers la fenêtre et d'aller sur son balcon. L'air frais lui fait plutôt du bien, elle a l'impression que c'est exactement ce qu'il lui fallait, quand tout à coup elle remarque quelque chose. Ou plutôt, elle remarque quelqu'un. Une silhouette se trouve sur le balcon du 2e étage de son amie Alice. Et naturellement, la première pensée qui vient à Noémie, c'est qu'une des filles de la chambre n'arrive certainement pas à dormir non plus. Noémie plie ses yeux pour voir un peu mieux, mais plus elle se concentre et plus elle a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une fille. C'est un homme qui se tient là, tout vêtu de noir, sur le balcon et qui regarde à travers les rideaux de la chambre.
Un frisson parcourt le corps de Noémie qui est subjuguée par ce qu'elle est en train de voir. Complètement prise de panique, mais aussi d'un courage impulsif, la jeune fille se met à crier sur l'ombre tapie dans la nuit, lui disant de partir immédiatement. Et lorsque la silhouette se retourne, Noémie arrête de crier, complètement paralysée par la peur. Cet eye contact dure 5 secondes. 5 longues secondes pendant lesquelles Noémie sent ses jambes trembler de peur. Et après ça, soudainement, la silhouette saute du balcon et disparaît dans la nuit. Noémie ne sait pas comment réagir. Elle n'a que 12 ans, on vous le rappelle, et à ce moment-là, complètement terrorisée, elle décide simplement de se réfugier sous sa couette. Doucement, elle s'endort, laissant toute cette histoire dans un coin de son cerveau pour le lendemain. Et justement, dès qu'elle se réveille, elle ne perd pas une seconde. Tout de suite, elle court voir son amie Alice et lui raconte tout ce qu'elle a vu. Cette dernière est quelque peu choquée par la nouvelle, d'autant plus qu'elle affirme également avoir vu une silhouette dans la nuit. Le truc, c'est que Alice est très régulièrement sujette à des paralysies du sommeil. En voyant cette ombre, et on est sûr que vous la comprenez parce que c'est vraiment très fréquent pour ceux qui font des paralysies du sommeil, elle a donc immédiatement pensé à en faire une, et c'est pourquoi elle a fermé les yeux et tenté de se rendormir le plus vite possible pour en quelque sorte échapper à sa terreur. Et heureusement, elle a réussi à le faire. Mais bien entendu, Noémie qui était également là est plus que sûre de ce qu'elle a vu. Les deux filles décident donc de se rendre sur le balcon et bingo, elles tombent sur des traces de pas dans la neige. Malheureusement, ça ne les avance pas beaucoup, elles ne savent absolument pas quoi faire. Très jeunes, les filles ont l'impression qu'elles ne seront pas prises au sérieux si elles en parlent aux adultes et donc elles décident de garder ça sous silence. Et vous trouvez que tout ça est très frustrant? Ne vous en faites pas, l'affaire ne s'arrête pas là. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du voyage qui lui se termine sans autre incident. Mais pour avoir le fin mot de cette histoire tordue, il faut faire une ellipse de quelques mois plus tard pour que toute cette histoire ne continue. Est-ce que vous vous souvenez de Nathan, le moniteur que Noémie ne sentait pas du tout? Eh bien, il faut savoir qu'il avait échangé son numéro de téléphone avec pas mal de jeunes filles de la classe de neige. Des jeunes filles dont Alice faisait partie. Au début, il lui a envoyé un message, puis un deuxième, puis un troisième, etc. jusqu'à ce qu'il pratique un véritable harcèlement. En plus de littéralement la spammer, Nathan commence à faire des demandes étranges. Il veut qu'elle lui envoie des selfies, des photos d'elle de plus en plus intimes. Bref, c'est absolument horrible et on comprend directement à qui on a affaire. Il commence également à lui faire du chantage, à menacer de venir directement chez elle si elle ne répond pas à ses exigences. Et heureusement, lorsqu'il en vient à la menace physique, cette fois, c'est trop. Alice décide enfin à en parler à ses parents, qui, bien entendu, avertissent immédiatement la police. Et alors que toute cette affaire se déroule littéralement sous ses yeux, Noémie se sent complètement impuissante et elle commence à repenser à cette nuit-là. L'ombre sur le balcon refait surface dans sa tête. C'était lui. C'était forcément Nathan. Bref, après une lutte plus qu'acharnée pour être enfin prise au sérieux, Nathan est enfin arrêté, mettant fin à une série d'événements terrifiants qui avaient commencé par un simple voyage scolaire. Une série d'événements, c'est peu dire, parce que Alice n'a pas été la seule victime. Apparemment, une autre fille de leur classe a également été harcelée, mais ça aurait été encore beaucoup plus loin. Parce que cette fois, Nathan aurait mis ses menaces à exécution et serait vraiment venu devant chez elle pour l'intimider et pour qu'elle lui envoie des photos, bref, tout ce genre de choses. Vraiment horrible, il n'y a pas d'autre mot. Bref, toute cette aventure aura au moins appris à ces deux filles l'importance de faire confiance à leur intuition et la valeur de la parole face au danger. Cette histoire restera gravée à jamais dans leur mémoire, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Ok, pour cette deuxième histoire, dirigeons-nous dans une grande ville des États-Unis. L'histoire se passe il y a un petit peu longtemps quand même, c'est-à-dire au début des années 2000. George, un étudiant d'un collège communautaire local, se retrouve plongé dans une situation aussi terrifiante qu'inattendue. Et cette journée-là, il se prépare enfin à rentrer chez lui après une longue journée de cours. Il est plus que crevé, surtout qu'il le sait, il a un long trajet pour rentrer chez lui. Malheureusement, et vous allez très vite le comprendre, il va vite se confronter à des circonstances qui vont bouleverser sa tranquillité. Le soleil commence à se coucher dans le ciel tandis que George attend le bus sur le campus principal. Il discute tranquillement avec un de ses camarades de classe, ils parlent de leur journée, de la vie en général, etc. Et enfin, le bus arrive. Bon, il faut savoir qu'à cet endroit-là, si on montre sa carte étudiante, on n'a pas besoin de payer le transport, ce qui est quand même assez cool. Lui et son ami se posent, mais quelque chose attire tout de suite son attention.
Un autre étudiant, assis à quelques rangées de là, le fixe d'un regard insistant. George tente de balayer cette sensation de malaise, mais elle persiste. L'homme qui n'a absolument jamais vu de sa vie et qui a l'air d'être a priori un étudiant ne détourne pas le regard. Bref, George ne fait pas gaffe et à part cette sensation étrange, le trajet en bus se déroule sans incident. Finalement, enfin arrivé, le jeune homme descend à l'arrêt du campus satellite, loin de la foule et de l'agitation du campus principal. En fait, il faut savoir qu'à cet endroit-là se trouve un grand parking gratuit. La plupart du temps, George prend donc la voiture, se gare là et prend le bus pour finir son trajet et ne pas avoir à payer ni le parking ni le bus. Sauf que forcément, cette journée-là, il n'avait pas pu venir en voiture. Il ne se rappelle plus vraiment pourquoi, il ne se rappelle plus de la raison, soit ses parents avaient confisqué ses clés, soit elle était au garage, bref, le souvenir ne lui revient pas. Une chose est sûre en tout cas, aujourd'hui il va devoir marcher. Et comme on vous l'a dit au début, il est plus que crevé. Mais bon, pas le choix. Il commence donc son petit périple loin de tout. C'est là que les choses prennent une tournure inquiétante. Alors qu'il entame une montée solitaire vers la route principale, une voiture s'arrête à sa hauteur. Il ne voit pas très bien la personne, mais George avait déjà fait plusieurs fois de l'autostop, et donc partager un trajet n'était pas quelque chose d'infaisable pour lui. Complètement KO, il n'hésite même pas une seconde. Il ouvre la portière passager, entre et s'assoit. Une fois dans la voiture, il tourne la tête pour voir un petit peu mieux son sauveur. Et oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bel et bien de l'étudiant qui le fixait de manière ultra chelou dans le bus tout à l'heure. Il ne lui faut qu'une seconde pour regretter entièrement d'être monté. Le conducteur reste immobile, les yeux rivés sur George, ignorant totalement la route. D'ailleurs, il n'a toujours pas démarré ni décroché un mot. L'atmosphère devient de plus en plus pesante alors que George essaie de cacher sa nervosité. Après quelques secondes de gênance absolue, George lui dit qu'il pourrait marcher en fait. Et c'est à ce moment-là que l'individu démarre. Il ne regarde quasiment pas la route. Comme dans le bus, il continue de fixer George qui commence sérieusement à paniquer. Il a même l'impression qu'il va avoir un accident à tout moment étant donné que l'homme ne regarde absolument pas devant lui. Et c'est presque ce qui va arriver parce que la tension atteint son paroxysme alors que la voiture commence à dévier dangereusement de sa trajectoire. George réalise alors qu'il est en danger ultime. Le conducteur ne lui a d'ailleurs même pas demandé où il allait. George cherche un moyen de s'échapper sans que l'homme ne mette un violent coup de volant et il parvient à indiquer un virage pour quitter la route principale vers son quartier résidentiel. Mais même là, la situation ne s'améliore pas. George essaye de décrocher quelques mots pour détendre l'atmosphère, mais l'homme ne répond pas et continue de le fixer toutes les 4 secondes. Mais enfin, au bout d'un moment, George commence à reconnaître la route et il réalise qu'il n'est plus très loin de chez lui. Avant que les choses ne prennent une tournure dramatique, il décide qu'il doit agir. Arrêté à un feu rouge, George ouvre brutalement la portière et sort sur le trottoir. Heureusement, la voiture n'était pas verrouillée et donc il a pu le faire sans trop de mal. Et encore une fois, comme à son habitude, le conducteur ne dit rien. Presque comme s'il n'était même pas surpris. Le feu est maintenant vert, George est sur le trottoir, il le regarde, mais l'homme ne bouge toujours pas. Il continue à le fixer, presque comme s'il voulait savoir vers où George habite. D'ailleurs, celui-ci refuse catégoriquement de bouger en premier, craignant justement que le conducteur ne le suive. Mais finalement, après 2 longues minutes interminables, le conducteur détourne le regard et s'éloigne, laissant George seul sur le trottoir, tremblant mais indemne. En rejoignant précipitamment sa maison, George ressent un soulagement intense d'être sain et sauf. Qui est cette personne et pourquoi a-t-il agi d'une manière aussi bizarre avec lui? Même si rien de concret ne s'est passé et heureusement, cette rencontre troublante le hantera longtemps après. Depuis ce jour, George n'est jamais remonté dans une voiture pour qu'on le dépose quelque part, craignant que pour une deuxième fois, il ne recroise le chemin de cet homme qui est littéralement devenu le personnage principal de tous ses cauchemars. Cette troisième histoire se passe pendant l'été 2023 dans la belle ville de Montpellier. D'ailleurs, gros big up à tous les Montpelliérains, n'hésitez pas à faire du bruit en commentaire. Bref, plus sérieusement, nous allons suivre l'histoire d'André, un jeune homme de 16 ans tout juste libéré des contraintes du lycée. Ce jour-là, après les cours, il n'est pas trop tard et donc il décide de profiter à fond de son temps libre. Et pour lui, rien de mieux que s'éclater au sport dans le parc de la Rose, un coin sympa entouré de maisons et d'immeubles où les installations sportives ne manquent pas. Il décide donc de s'y rendre, il se pose à côté des barres de traction et il commence à en faire, bref, tout se passe très bien jusque-là. Après s'être donné à fond sur les barres, lui vient soudainement l'envie d'explorer un peu le parc. Il prend donc ses affaires, enjambe son vélo et commence à se balader tranquillement. Et au bout d'un moment, alors qu'André est en train de vivre sa meilleure vie,
il tombe sur une certaine sculpture qui semble littéralement lui dire « escalade-moi ». Oui, il faut savoir, André adore escalader tout ce qu'il peut, et donc en voyant cette sculpture, il ne se fait pas prier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne regrette absolument pas. Arrivé en haut, il pose son téléphone et profite de sa petite vue. Il décide donc de laisser son téléphone en haut et de redescendre pour varier les plaisirs et grimper autrement. Mais alors qu'il se retrouve en bas une nouvelle fois, un homme s'approche de lui. Mais à ce moment-là, André est dans sa bulle, musique dans les oreilles, donc clairement il ne le calcule pas. Sauf que l'homme s'approche vraiment et il a l'air de vouloir parler à André qui le remarque, donc il enlève ses écouteurs et le regarde. Et là il découvre avec gênance que le gars avait déjà commencé à parler, mais apparemment il se présente comme le capitaine Rosato. Et alors qu'André est toujours dans l'incompréhension, celui-ci lui lance un fact complètement fou. Apparemment, un évadé de prison rôderait dans le coin. L'homme dit donc à André qu'il devrait sérieusement envisager de partir car cet endroit n'est plus safe. Mais bon, on est d'accord, plusieurs choses sont quand même assez étranges. Tout d'abord, notons le fait que lui-même est quand même assez louche, mais bon, après tout, pourquoi pas. Mais deuxième chose, ce soi-disant capitaine est littéralement habillé en claquettes chaussettes. On est d'accord, pas vraiment une tenue de policier ou d'un quelconque capitaine en service. Mais bon, en soi, ça fait presque rire André qui se dit que de toute façon, que ce soit vrai ou non, il ne gagne rien à rester, autant partir. Il se remet donc à escalader parce que rappelez-vous, son téléphone était resté en haut et une fois arrivé, il le prend dans ses mains. Puis il redescend, mais c'est en arrivant en bas que la situation devient étrange. En regardant dans la direction de l'homme, André se rend compte qu'il a l'air furieux, mais pas pour une raison quelconque. Il a l'air furieux à cause de lui. Tout à coup et sans crier gare, l'homme se précipite et lui hurle dessus de partir. André, un peu étonné, lui explique calmement qu'il est juste allé chercher son téléphone, mais que oui, il est bien sur le point de partir. Et c'est là que l'homme lui sort une phrase glaçante. À genoux. Bon, clairement, ça fait trop. André commence à se tendre. Il ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Il lui demande donc pourquoi, mais l'homme insiste et répète la même chose en boucle, tout en continuant d'insister sur le fait qu'il soit le capitaine Rosato des forces spéciales. On est d'accord, en tout cas on est sûr qu'André n'invente pas cette histoire parce qu'elle n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il n'en démord pas, il continue à demander pourquoi il veut ça. Il dit même à l'homme qu'il veut bien le faire si on lui donne une raison valable justement de le faire. Mais tout à coup, encore plus énervé qu'auparavant, l'homme se rapproche, le saisit par la nuque et lui fait tout simplement au calme une prise de judo pour le plaquer au sol. André est maintenant face contre terre alors que l'homme d'une cinquantaine d'années l'immobilise complètement en lui disant qu'il faut qu'il parte. À ce moment-là, complètement au bout de sa vie, André commence à vraiment paniquer. Il se demande ce qui va lui arriver, surtout qu'il se sent complètement impuissant face à la force de cet homme. Et alors qu'il se pétrifie de plus en plus, une femme apparaît à côté d'eux et demande si tout va bien. Bien sûr, l'homme répond que oui, tout va bien, mais André, lui, saisit l'occasion et hurle que ça ne va pas du tout et qu'il a besoin d'aide. L'homme essaye de baragouiner du mieux qu'il peut, il continue en disant que tout est sous contrôle, qu'il est le capitaine Rosato et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Mais heureusement, la jeune femme comprend très vite que quelque chose cloche et décide d'aider le petit. Elle commence à dire que c'est son neveu et qu'elle souhaiterait qu'il le laisse tranquille. Voyant qu'il n'est pas pris au sérieux et en soi on les comprend, le capitaine Rosato relâche le petit et pousse violemment la femme qui fait quelques pas en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'une autre dame, voyant la situation, s'interpose. Se rendant compte qu'il est en infériorité numérique, l'homme décide enfin de s'en aller et commence à marcher dans le parc. Après tout ça, André est clairement sous le choc. Les deux dames appellent tout de suite la police en compagnie de ce dernier, alors que l'homme continue de rôder pas très loin d'eux dans le parc. Son attitude est plus que chelou, il continue de parler à son col pour faire comme s'il avait un micro, bref, trop bizarre. Et finalement, lorsque la police arrive enfin, la présence de l'homme s'est complètement évaporée. André, un peu secoué mais sain et sauf, décide que l'aventure du parc de la Rose, c'est fini pour lui. Surtout que le lendemain, il décide de traîner à proximité du parc et il se fait tout simplement renverser par un camion benne et se mange 9 points de suture. Comme quoi, parfois, changer de spot, ce n'est pas une si mauvaise idée. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'il n'oubliera jamais cette histoire assez dingue qui lui est arrivée alors qu'il n'était qu'un ado, voulant simplement profiter de son été à Montpellier. Pour cette quatrième histoire, nous allons parler de Marie.
Et pour comprendre tout son récit, nous allons devoir nous pencher sur son copain de l'époque, James. À ce moment-là, quand ils sont encore ensemble, il habite dans un petit appartement étudiant quelque part en France. Il partage sa vie avec Marie, qui malheureusement traverse une période très difficile, marquée par la chimiothérapie. Dans cette épreuve de la vie, d'ailleurs on lui souhaite beaucoup de courage, James se révèle être un soutien sans faille, un pilier sur lequel elle peut s'appuyer, toujours présent avec son humour et sa gentillesse. Les premières années de leur relation sont illustrées par un bonheur sans nom. James est là à chaque étape de la maladie de sa compagne, la soutenant de toutes ses forces. Mais alors que l'amour semble inébranlable, une ombre sombre commence à se profiler. La dernière année de leur relation apporte un changement inattendu. James, avide de nouvelles expériences, plonge dans le monde des substances illicites. Ce qui était autrefois un homme aimant et attentionné se transforme en une version altérée de lui-même. La jalousie, le mensonge et la tromperie entrent en jeu, laissant Marie désemparée face à cette métamorphose. Malgré tout, et alors qu'elle sait que c'est littéralement fini entre eux à cause de ça, elle garde un semblant de pitié pour lui, et même après leur rupture, elle lui offre son aide pendant 6 longs mois. Pendant tout ce temps, elle le laisse vivre chez elle pour qu'elle puisse le soutenir. Mais son dévouement atteint ses limites lorsqu'il rechute à peine 3 heures après avoir quitté un centre de désintoxication. Malheureusement, une fois que James est parti, elle se retrouve complètement isolée, sans amis ni famille autour d'elle. Mais alors qu'elle tente de se reconstruire seule, des événements étranges commencent à se produire. Tout commence par de petits incidents presque insignifiants. Un jour par exemple, elle revient de cinéma lorsque tout d'un coup, elle se rappelle avoir laissé son chat à l'extérieur. Or, dehors à ce moment-là, il pleut des cornes. Le chat va donc être trempé et comme tous les chats à peu près d'ailleurs, il n'aime pas être mouillé et donc elle décide de se grouiller pour rentrer. Mais une fois arrivée, elle trouve le chat sur le canapé. Bon, elle peut être oublié qu'il n'était pas dehors au final. Non, ça ne peut pas être ça, parce que le chat est bel et bien mouillé. Ce qui veut dire que quelqu'un lui a ouvert la porte. Bon, Marie tente de se rassurer en se disant que c'est peut-être un voisin. Le problème, c'est que les choses vont devenir de plus en plus inexplicables. Par exemple, elle a très souvent l'impression que des objets ont bougé. Et même si elle essaye de se trouver des excuses en se disant que c'est normal pour un appartement étudiant après tout, elle se rend compte qu'il y a un vrai problème. Un jour, en rentrant chez elle, elle voit que des vêtements, des sous-vêtements et objets ont disparu de son appartement. Il y a également des signes de présence indésirables comme des cadres de photos accrochés au mur qui sont maintenant à l'envers ou des objets étrangers retrouvés chez elle. Tout de suite, bien évidemment, elle appelle la police, elle va porter plainte. Mais malheureusement, ça ne va rien donner du tout, à part de très longues procédures sans grands intérêts. Les voisins, eux aussi, sont hyper inquiets alors qu'ils découvrent des signes d'intrusion dans les parties communes de l'immeuble. Mais malgré ses efforts pour se protéger, elle se sent hyper vulnérable et traquée, incapable de comprendre qui ou quoi se cache derrière ces événements perturbants. Marie décide alors de placer des chaînes pour s'enfermer la nuit. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas le faire quand elle est à l'extérieur. À chaque fois qu'elle rentre, elle a peur de voir quelqu'un qui l'attend. Et un jour, la pression va devenir trop grande. Une fois rentrée, elle se rend compte au début que rien n'a changé. Contente, elle va donc dans la salle de bain pour se laver les mains. Et c'est là qu'elle le voit. Un post-it collé sur le miroir. Il n'y a rien qui est écrit dessus, il y a juste un smiley qui rigole qui est dessiné. Un simple dessin qui résonne comme une menace muette pour elle. Encore une fois, Marie appelle la police, mais sentant que pour la deuxième fois ça n'allait servir à rien du tout, elle prend une décision radicale. Cette fois, c'est trop. Elle décide de dormir chez sa mère pendant 2 semaines, quitte à louper les cours. Elle dépense également toutes ses économies pour mettre une caméra de surveillance dans son appartement, mais rien. À partir de là, plus rien ne va se passer. Si ce n'est quand même une chose qui va la mettre sur la piste de qui pourrait être ce fameux intrus. La sœur de son ex James lui a un jour envoyé un message disant qu'elle devrait récupérer sa veste. Apparemment donc, une veste de Marie se trouve encore chez les parents de James et de sa sœur. Or, Marie en est quasiment sûre, elle avait toujours cette veste même après qu'ils aient rompu. Le problème, c'est qu'elle n'a absolument jamais donné de clé à James. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore dans le doute complet de qui a été dans son appartement plusieurs fois pour lui jouer des tours. Son ex, ou alors sa voisine à qui elle avait déjà donné ses clés pour nourrir son chat. Elle n'en sait absolument rien, tout ce qu'elle sait c'est que depuis ces événements, elle n'a jamais plus passé de moment chez elle où elle se sentait réellement seule. Pour cette 5e et dernière histoire, nous allons nous rendre dans l'atmosphère calme et paisible de l'appartement de Julien. Mais ce récit, ce n'est pas lui qui nous le raconte,
c'est plutôt sa copine Agathe. En fait, à ce moment-là de leur vie, ils n'habitent pas encore ensemble. Agathe habite un peu plus loin en banlieue, tandis que lui habite littéralement en plein centre-ville, juste à côté de leur fac. Autrement dit, Agathe passe beaucoup de temps chez lui, vu que ça lui fait économiser au moins 30 minutes de sommeil le matin pour aller en cours, et ça, on le sait tous, c'est pas négligeable. Bref, sachant ça, il faut maintenant qu'on vous parle de l'appartement en lui-même. Il se situe dans un tout petit immeuble dans lequel il n'y a que 3 appartements, donc 3 locataires différents. En soi, Julien s'entend bien avec eux, mais pour être tout à fait sincère, il ne s'attache pas vraiment non plus, parce qu'en soi, ça tourne très régulièrement et du coup, ça sert à rien. Bref, il aime beaucoup son appart, et en plus de ça, il s'y sent vraiment en sécurité. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'interphone, et pour entrer, il faut un badge. Et en plus de ça, le patron de la crêperie, qui se trouve à peine au pied de l'immeuble, fait toujours un petit tour avant de partir pour s'assurer qu'il ne voit rien de bizarre et c'est super cool de sa part. Bon, tout ceci étant dit et le contexte étant placé, revenons à ce fameux soir dont Agathe veut nous parler. Il est 20 h dans l'appartement de Julien quand le couple décide de commander une petite pizza. Après l'avoir littéralement dévorée et regardé un film, la fatigue les envahit. Ils montent donc les petits escaliers qui se trouvent dans son appart et qui donne sur une mezzanine à peine assez grande pour y faire tenir un matelas 2 places. C'est vraiment pas très grand, le toit se trouve juste au-dessus d'eux et ils ne peuvent même pas s'y tenir debout. Mais bon, à part ça, c'est tout confort, ils se blottissent enfin sous la couverture, prêts à passer une nuit paisible. Mais c'est vers 3 h du matin qu'il se passe quelque chose d'étrange. Un flash lumineux éblouit soudainement Agathe, la tirant de son sommeil. Complètement aveuglée, elle tâtonne dans l'obscurité, essayant de comprendre ce qui se passe. Et là, tout simplement, tenez-vous bien, elle voit une silhouette découpée dans l'escalier menant à la mezzanine, complètement figée, flash à la main. Bon, à ce moment-là, elle vient juste de se réveiller, son esprit est encore endormi et donc elle suppose tout naturellement qu'il s'agit de Julien. Ben ouais, après tout, il est peut-être allé aux toilettes, mais ne voulant pas allumer la lumière pour ne pas la réveiller, il s'est éclairé avec son flash. Se rassurant avec cette théorie, Agathe lui tend le bras pour lui faire signe de se coucher, mais la personne ne bouge pas. Bon, toujours rationnelle, elle se dit donc qu'il n'a peut-être juste pas la place de rentrer dans le lit. D'un mouvement de bassin assez nonchalant, elle se recule donc pour lui laisser la place. Mais là, une révélation brutale la frappe, alors qu'elle se rend tout simplement compte qu'elle vient de sentir quelqu'un déjà allongé à côté d'elle dans le lit. On sait pas vous, mais on trouve que cette mécanique fait vraiment super flipper. Et évidemment, ce quelqu'un, c'est son copain Julien. La panique monte, elle comprend qu'un inconnu est en train de l'observer à peine quelques centimètres d'elle en pleine nuit. Les idées fusent à 1000 à l'heure dans son esprit. Hurler ? Elle ne veut pas que son copain se réveille de cette manière, surtout que ça risquerait d'être dangereux. Le pousser peut-être ? Ben l'homme se tient dans l'escalier qui mène à la mezzanine, elle pourrait donc aisément le faire tomber. Mais en même temps, si en le faisant tomber, elle le blessait, ou pire, Agathe réfléchit à tout ça à 1000 à l'heure et elle décide donc de donner un gros coup de poing sous la couverture à son copain pour le réveiller discrètement. Les secondes s'étirent, semblant être des éternités avant qu'il ne comprenne la situation. Et dès que c'est le cas, alors que l'homme est toujours là et qu'il n'a pas bougé d'un centimètre, Julien, lui, ne réfléchit pas, il hurle de toutes ses forces et crie pour que l'intrus s'en aille. Pendant quelques secondes, l'homme ne bouge toujours pas. Puis finalement, il redescend tranquillement les escaliers. Et là, la scène devient complètement chaotique. Agathe se met également à crier alors que l'intrus, ayant descendu les escaliers, se trouve maintenant dans le salon complètement fixé à les regarder. Jusqu'au moment où il part enfin et claque la porte d'entrée derrière lui. Littéralement sous le choc, le couple ne sait pas s'il est réellement parti ou pas, donc il décide d'appeler la police en panique totale. Cette dernière arrive, mais évidemment, plus aucune trace de cette personne. Un mystère plane sur cette visite nocturne alors que le couple se rend tout simplement compte qu'ils avaient oublié de fermer la porte à clé. Cet incident a laissé des traces indélébiles dans les esprits de Agathe et de Julien. Après cet épisode troublant, la routine reprend son cours, mais les souvenirs de cette nuit mouvementée persistent. Évidemment, la porte est désormais toujours verrouillée et c'est devenu un véritable toc pour les deux. Et le flash de cette nuit cauchemardesque leur font encore de mauvais rêves, doutant toujours en pleine nuit d'avoir bien fermé la porte à clé. Bon, après ces 5 histoires, on espère que vous n'allez pas devenir parano, que vous allez être prudent mais pas parano. C'est clair, parce comme que franchement, ces histoires d'ombre, en tout cas dans les histoires que j'ai racontées, je trouvais que c'était vraiment une mécanique qui fait vraiment peur. Surtout de la dernière que vous venez juste d'entendre normalement.
Franchement, moi, je me réveille et je vois une Ah ombre ouais. comme ça. Je pense que mon réflexe, c'est de mettre un punch naturel, mais... C'est vrai que c'est assez difficile de pas être parano quand même après cette histoire. Ils ont juste laissé leur porte ouverte un soir et c'est ça qui est arrivé. Franchement, En plus, vraiment pas de en chance. plein Paris, tu vois, c'est même Ouais. pas dans un coin perdu, en pleine campagne, etc. C'est vraiment en centre-ville, en plein Paris. Ouais, j'avoue, c'est Tu pas fais rassurant. une erreur, elle est fatale. C'est Bon, incroyable. ne vous en faites pas, ça n'arrive pas tous les jours ces histoires, c'est assez exceptionnel et c'est pour ça qu'on les raconte d'ailleurs. Mm. Donc comme toujours, ça change pas, ne soyez pas parano, juste soyez prudents, ça suffit. Et d'ailleurs, on espère que vous vous souvenez très bien de ce slogan. Il va peut-être avoir sa petite importance Effectivement. dans des projets futurs. On vous en dit pas plus, mais ça devrait arriver assez bientôt. En tout cas, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, en fait, on le dit depuis toujours. Hein. C'est vraiment une phrase Ouais, qu'on dit ouais, depuis c'est toujours. C'est En clairement même le temps cas. que la oufitude qui est en vous, hein, vous connaissez ce délire, bien entendu. En tout Et cas, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez des histoires yes. en bas en commentaire, c'est vraiment super important. Vous le savez très bien, les personnes qui commentent souvent, on vous voit, Ouais. on répond à absolument tout le monde et ça nous fait toujours super plaisir de voir vos retours, surtout qu'ils sont toujours ultra bienveillants. Du coup, merci du fond du cœur, c'est grâce à vous qu'on peut s'améliorer et qu'on essaye de nouvelles choses. Et d'ailleurs, on espère aussi que vous appréciez le nouveau cadre qu'on a changé quelque peu, on a un peu tout modifié pour être honnête et on espère que vous êtes plus plongé dans l'ambiance. Au fait, c'est Joe du futur. J'en profite d'interrompre les news du passé pour glisser un petit mot pour Forbidden Edition, notre partenaire du jour. Si vous êtes curieux de découvrir un recueil de 15 histoires horrifiques bien flippantes, n'hésitez pas à aller checker la description qui vous envoie vers le livre Nuit Blanche. Nous, on l'a lu et franchement on approuve. Alors si ça vous intéresse et que par la même occasion vous voulez soutenir la chaîne, parce que oui, c'est grâce à ce genre de partenariat que nous, on peut se permettre de vous proposer des projets plus ambitieux, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, je vous laisse avec vos deux youtubeurs adorés qui d'ailleurs vous aiment, vous êtes des grands ouf. C'est vrai que dernièrement, vous l'avez vu sur la chaîne, on a un petit peu tâtonné, on a essayé différents décors, différents angles. Et pour le coup, je pense que celui-là, on a trouvé un petit équilibre, quelque chose en tout cas que nous, on aime bien. Donc on espère que N'hésitez vous allez pas apprécier à aussi. dire en commentaire ce que vous en pensez de tous ces changements-là. Mais ça, c'est la forme. On Ouais. va également changer le fond. D'ailleurs, ça a déjà commencé avec les nouveaux épisodes qu'on vous sort les lundis. Ces espèces de longs formats où on travaille un sujet particulièrement. Surtout, en fait, des scénarios de films d'horreur. Et aussi, C'est ça. en fait, on explique tout le lore, finalement, derrière un film. Toute l'histoire incroyable de films qui sont aussi incroyables. Exactement. Et d'ailleurs, on va traiter même de plein d'autres sujets après. Pour l'instant, on est dans cette vibe film d'horreur. Vraiment, on vous attend très très nombreux Yes. sur ce genre d'épisode parce que ça demande un temps fou. Et en fait, comme notre chaîne n'est pas encore catégorisée dans cette catégorie justement, Ouais. et ben c'est un petit peu enterré par l'algorithme YouTube. C'est vrai. Du coup, si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire, à mettre un like, la totale. Le like, que vraiment, ça franchement, dure c'est 2 super secondes. important. Et ça nous aide énormément. Donc franchement, le like, n'hésitez pas, ça prend vraiment une petite seconde. Donc Ouais. c'est très cool. Et si vous voulez nous suivre en dehors de ça, n'hésitez pas à rejoindre tous nos réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran, que ce soit Discord pour les plus ouf d'entre vous, Instagram où on est de plus en plus Actif. présent et actif, Facebook aussi, on a mine de Ouais, rien vrai, on pas a mal une de commu personnes Facebook. qui nous suivent, TikTok sur lequel on va être beaucoup plus actif aussi, et également Spotify où on a dépassé le cap symbolique Ouais. des 1000 abonnés, donc Non, merci à c'était tous très ceux qui cool. nous rejoignent et qui nous connaissent de Spotify. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour nous soutenir en appuyant sur ce petit bouton rouge, à activer la cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et pour ceux qui sont toujours là, étant donné que vous êtes la crème de la crème, Ouais. on vous tease, il y aura d'autres longs formats le lundi, il y aura aussi très bientôt des urbex, plein de belles choses qui vous attendent. Merci du fond du cœur On d'être vous concocte aussi des fidèles, choses. vous êtes vraiment les meilleurs. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yeah. Clap, bonjour. H1, classe de neige méchant. Studio, tournage. Et go. H2J Autostop USA. Ok, re. Waouh. Quel beau studio. J'espère que vous kiffez ce nouveau décor. Et on est reparti pour l'histoire. Rien du tout. C'est pas toi que je passe aux viewers.